Let's go. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de la seconde session de Koksai Feel and Chill. Le concept de cette émission est simple. J'invite avec moi une chercheuse ou un chercheur en doctorat ou postdoc et on papote, recherche et on refait le monde tout en buvant des bières. Enfin, en tout cas pour moi, ce sera des bières. Je sais que pour toi, ce sera pas le cas. D'ailleurs, si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo et la chaîne. Ça nous fera très plaisir. Ce soir, je suis heureux de vous présenter Laudine Carboussia. Comme moi, tu vis les joies de l'interdisciplinarité. Tu fais ta thèse entre Sciences Po Paris et l'ENS. Tu travailles à la fois avec la perspective des sciences cognitives et de la sociologie. Et actuellement, tu es en doctorat, dont la thématique est à propos de l'inégalité d'accès aux crèches et plus spécifiquement sur les déterminants structuraux et cognitifs de l'accès aux crèches. Ça fait un petit peu pompeux comme ça, mais on détaillera un peu ce que ça veut dire. Et donc, pour traiter de cette thématique, tu mènes une expérience, voilà, tu nous expliqueras, on appelle ça soit une expérience randomisée en double aveugle, ou alors une étude longitudinale, voilà, tu nous détailleras tout ça. Et donc, on va commencer l'émission par l'essentiel. Déjà, comment t'en es arrivé à faire de la recherche, et comment t'es tombé dans l'interdisciplinarité? Oula, ça, c'est une vaste question. Je pense que comment j'en suis arrivée à faire de la recherche, je pense qu'en fait, pour répondre à cette question, il faut que je remonte. Ah non, mais je suis jalouse. T'as commencé à boire? Oui. À boire petit à petit. J'ai absolument pas de données de départ. Moi, j'ai attaqué. Enfin, si j'arrive à ouvrir ma bouteille en tant qu'handicapée que je suis, ce serait la première fois que quelqu'un n'arrive pas à ouvrir sa bouteille. Euh, je vais essayer de faire ça en mode c'est tout à fait normal, je Oui, oui, galère. fais comme s'il y avait rien, et puis voilà, on fera pas attention que t'es en train de galérer à ouvrir une bouteille. Voilà, c'est ça, j'ai réussi, voilà. À la tienne. Mm. Santé. Donc du coup, ouais, enfin, en fait, l'interdisciplinarité pour moi, ça a plus été, je sais pas comment dire, c'est plutôt parce que, en fait, j'ai jamais su faire de la disciplinarité que je fais de l'interdisciplinarité. En gros, j'ai choisi la filière S parce que, en fait, je voulais pas abandonner aucune matière parce que pour moi, toutes me paraissaient pertinentes pour un peu comprendre le monde qui nous entoure. Et en fait, arrivé au moment du bac, c'était un peu l'angoisse parce que j'arrivais pas à choisir ce que je voulais faire. Évidemment, tout le monde me disait, bah, si tu veux avoir toutes les matières, va en prépa. Ce que j'avais pas spécialement envie de faire. Mais en même temps, j'étais perdue. À la fois, je voulais faire un truc concret, style psychologue ou infirmière, mais en même temps, j'avais très très envie de creuser les questions théoriques. Et du coup, bah, je savais pas quoi faire parce que je savais pas comment concilier les deux. Et du coup, dans mon désespoir, je suis allée voir un CIO, donc un conseiller d'orientation, et elle était un peu désespérée. Et à la fin, il y a une petite lumière qui s'est allumée dans son esprit, qui m'a dit: Ah, mais j'ai peut-être un truc pour vous. Je viens de recevoir une plaquette. Et en fait, cette plaquette, c'était une plaquette d'une licence qui s'appelle Sciences et Humanité, euh, qui est en fait la seule licence transdisciplinaire de France. Et forcément, bah, elle m'a donné cette plaquette et ça a été le début de la vie d'après. Parce qu'en fait, évidemment, j'ai postulé à cette licence et j'ai, enfin voilà, c'est la licence que j'ai faite ensuite. Et en fait, c'est une licence qui est basée sur, en gros, c'est une licence un peu partisane parce que c'est une licence qui a été créée après la loi LRU, donc sur la réforme de l'université, et qui est un peu émergée du constat que en fait le monde actuel il est ultra complexe. Bon, c'est un peu à la Edgar Morin, et que en fait les sciences actuelles sont hyper fragmentées et hyper spécialisées, et qu'en fait on n'est pas capable d'avoir une vision d'ensemble et de penser le monde dans la complexité parce qu'en fait on n'est pas capable on n'est pas capable. On a des difficultés en tant que scientifique à dialoguer, à faire dialoguer les différentes disciplines et à être capable de pouvoir s'approprier les différents cadres disciplinaires pour éclairer les mêmes sujets. Donc,
en gros, c'était l'idée de la licence. Du coup, on avait des profs. Donc, nos yeux, c'était genre logique, langage, calcul, nature et culture, couleur, système du monde, etc. Et en fait, c'était vraiment dans chaque cours. En fait, on étudiait ces thématiques avec souvent des cours à double voie. Donc, par exemple, c'est chronothématique. Donc, on commence dans l'Antiquité en L1 et donc on étudie les pythagoriciens, l'arithmétique, les bases, les fondements de l'arithmétique, etc. etc. Le système du monde de l'Antiquité, comment à l'Antiquité on percevait le monde dans lequel on était. Et en fait, on augmente au fil des années avec Newton, etc. Et les révolutions newtoniennes en deuxième année. En dernière année, on termine avec la relativité restreinte et la physique quantique. En gros. Et à Donc chaque fois, en fait, tu faisais de l'histoire, des maths, de la physique. Ouais, c'est ça. On faisait des maths, de l'histoire, de la physique, beaucoup de philo des sciences, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psycho, de la neuro, en fonction bien sûr des questions qui se posaient. Enfin, on va pas avoir toutes les disciplines sur toutes les questions, mais en fait, à chaque fois, on va essayer d'avoir des objets et de prendre des objets du monde réel et de prendre de voir tout ce que les disciplines qui ont traité cet objet ont à dire de cet objet. Comment est-ce qu'on peut faire sens en fait de tous ces cadres, voilà. Donc en fait, ça m'a pas aidé dans mon problème initial qui était de trouver un sens à ma vie parce qu'en fait, ça m'a ouvert plein de perspectives. Mais en même temps, ça m'a pas du tout appris à donc, voilà un peu comment je suis arrivée à la transdisciplinarité, parce que bien sûr, pas à l'interdisciplinarité, parce que évidemment, la fin de l'histoire, c'est que j'ai jamais réussi à me spécialiser, à me faire rentrer dans un cadre disciplinaire un peu. Puis en même temps, licence s'y prêtait pas trop. Et en même temps, la licence s'y prêtait pas trop. Et le problème s'est un peu posé à la fin de la licence, parce que j'arrivais déjà en L3, on est censé se spécialiser. Et moi, évidemment, j'ai choisi le parcours généraliste parce que j'avais envie de continuer à vivre l'esprit de la licence jusqu'au bout. Et en même temps, j'étais complètement terrifiée parce que je me disais, du coup, je vais faire de la philo des sciences parce que en fait, c'est ce qui permet encore de garder un peu toutes les disciplines, mais en même temps, c'était pas une réponse qui me convainquait tout à fait. Et en même temps, j'avais beaucoup de cours de psycho, de neuro, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Mais j'avais l'impression que, je sais pas comment dire. Si je faisais le choix de me spécialiser, je perdais la richesse de toutes les autres disciplines. Bon, voilà. Et en fait, il s'est trouvé que en L3, c'est vraiment un hasard par lequel je suis arrivée aux sciences cognitives. Mais en fait, il s'est trouvé qu'il y avait un master de sciences cognitives qui allait ouvrir à Marseille. Et forcément, les profs de notre licence, ils nous poussaient énormément à faire ce master. Et en fait, pour moi, ça a été un peu une révolution parce que c'était la première fois que je voyais qu'en fait, c'était possible de continuer en master dans une dans une sorte d'esprit interdisciplinaire où en fait, le domaine par essence est interdisciplinaire. Donc, et pousse, et où les chercheurs à l'intérieur eux-mêmes sont souvent pluridisciplinaires. Ouais. En fait, on part du postulat que, c'est le postulat en fait du fondement des sciences cognitives, c'est que pour comprendre l'esprit humain, on est obligé de faire appel à plusieurs disciplines qui permettent d'éclairer la question du fonctionnement de l'esprit humain. Et en même temps, bon, ça m'arrangeait plutôt parce que la psychologie et les neurosciences étaient parmi les disciplines qui m'intéressaient le plus, mais jusque-là, en fait, j'avais pas d'idée qu'on pouvait les garder toutes les deux dans un champ disciplinaire, qu'il fallait forcément que je choisisse l'une ou l'autre. Voilà. Et voilà, donc du coup, j'ai candidaté au master de Marseille. J'ai aussi candidaté au master de Paris parce qu'il paraissait super cool. Et du coup, vu que j'ai été prise à Paris... Et les gens là-bas sont cool aussi.
Mais des remasters de départ. Oui. Oui, mais ça, je le savais pas. Ça, je l'ai su en arrivant. C'est Mais vrai oui. que, entre parenthèses, quand on arrive à l'ENS, l'école normale sup, on peut se dire que ah, ça va être quoi le public? Est-ce que ça va être que des gens un peu bourgeois, pédants, insupportables? Ouais, on s'attend pas à ce que ce soit une équipe de bisounours. Ouais, moi j'avais assez peur parce qu'en fait je connaissais pas du tout les grandes écoles. Enfin, je veux dire, je suis la première de ma famille étendue, élargie à rentrer en doctorat dans la suite de mes études. Enfin voilà, et personne n'a jamais, enfin, n'est jamais allé dans ce genre de truc. Donc moi, ce que j'avais, c'était un peu, bah, enfin ouais, j'appréhendais de ouf parce que je me demandais qui j'allais trouver là-bas. Enfin voilà, est-ce que j'allais pouvoir discuter normalement avec ces gens et en fait, oui, je me suis retrouvée avec une équipe de bisounours incroyable et des gens magnifiques. Donc voilà. Donc là, on n'est pas loin du moment de transition entre ta thèse et, enfin, on est en plein dedans même. On est dans ce master où, bah là, tu vas développer des compétences qui vont te permettre de faire de l'expérimental, de traiter des données et en même temps de peut-être aussi faire du qualitatif. Alors justement, parce que là maintenant, tu te retrouves affilié à la sociologie. Est-ce que tu en faisais encore durant ce master d'ailleurs? Enfin, en gros, qu'est-ce que tu faisais quoi pour que ça t'amène Ouais, à bah cette thèse? c'est une excellente question. Alors déjà, en fait, en L3 dans ma licence, on est censé faire un mémoire sur la mémoire parce qu'ils sont quand même super drôles. Donc le thème du mémoire, il faut que ce soit quelque chose qui soit relié à la mémoire. Et moi, en fait, ce que j'avais choisi de faire à l'époque, euh, voilà, c'était d'étudier les neuromythes. Parce que je me disais, vu que j'ai tendance à m'éparpiller, si je choisis un truc genre sur la mémoire, genre les neuromythes autour de la mémoire, Hmm. en fait, je peux pas faire du hors sujet. Et du coup, ce que j'avais choisi de faire, c'était bah, de faire enfin, ce que j'ai su après qu'ils appelaient les méthodes mixtes, c'est-à-dire de faire un questionnaire quanti et de faire des entretiens quali. Donc c'était marrant parce que finalement j'étudiais un objet qui était censé être plutôt neuroscientifique et dans mon mémoire il y avait pas mal de neurosciences de la mémoire et un peu genre essayer de confronter les mythes à la réalité. Mais en même temps j'utilisais des méthodes sociologiques pour étudier bon bref. Voilà, Hmm. juste pour dire que du coup C'est-à-dire, alors par exemple, ça passait par quoi justement cette approche qualitative pour les neuromythes? T'as oh, interrogé des bah, gens? ouais, c'est ça. En fait, c'était un peu, ouais, c'était complètement ça. C'était interroger des gens, que ce soit, enfin, surtout en fait, j'avais utilisé ça pour essayer de d'un peu comprendre. Enfin, enfin, dans mon mémoire, j'étudiais pas mal l'origine des neuromythes et en quoi est-ce que ça peut être intuitif, etc. Et j'avais un truc sur, bah, qu'est-ce qui peut permettre à ces mythes de perdurer et d'être appealing pour les gens, enfin Hmm, hmm, d'être hmm. attirant. Et du coup, j'allais interroger les gens sur bah, eux, qu'est-ce qu'ils pensaient de la mémoire, enfin, qu'est-ce qui pouvait les aider, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, j'avais travaillé sur le mythe que manger les poissons et du poisson et des oméga 3, ça aidait à favoriser Bah quoi, la. ça marche pas? Bah, disons que la réalité est plus complexe que Ah bon, bah, je suis étonné. merde. Je suis déçu. Voilà, et bref, et du coup, enfin ouais, j'allais voir bah, comment et pourquoi est-ce que c'était attractif pour les gens et j'essayais un peu d'analyser ça. Donc à la fois en essayant d'étudier un peu la prévalence des mythes dans la population, parce que du coup j'ai fait un questionnaire quanti pour essayer un peu de capturer ça. Et en même temps, au niveau quali, j'essayais d'aller creuser un peu pourquoi et comment est-ce que ça se perdure, d'où est-ce qu'ils ont entendu ça, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui, eux, leur a plu. Enfin, voilà, ce genre de truc. Enfin, rien de révolutionnaire, hein, une mémoire de L3, mais c'était déjà pour moi hyper intéressant de pouvoir utiliser toutes ces méthodologies, Hmm, enfin, hmm. voilà, et d'éclairer un sujet qui finalement que je traitais par une méthode genre un peu historique et neuroscientifique aussi à la Hmm. base. Enfin,
Ça fait un peu Ouais, bullshit c'était... dit comme ça, mais, T'as oublié quantique, c'est parfait. ah, Bon, t'es ouais. prédestiné à l'interdisciplinaire. Bah, du coup, Ouais, petite parenthèse, est-ce que tu te rappelles un peu des conclusions que t'as tirées de ça? De ce qui avait l'air... Enfin, on va éviter les anglicismes, moi aussi j'allais dire appealing. ouais. Ce qui a d'attrayant, ce qui fait que ça captivait les gens. T'as eu un semblant de réponse ou des pistes? Je crois que, en fait, je crois que les choses qui ont le plus perduré, et encore une fois, c'est rien de révolutionnaire, mais c'était des choses qui étaient déjà qui permettaient aux gens d'avoir l'impression d'avoir un contrôle en fait sur leur mémoire, enfin, sur leur mémorisation. Enfin, je Mhm. pense qu'une grande partie de ces choses, de ces pratiques perdurent parce que ça permet aux gens, enfin, comme l'homéopathie en fait, hein, Mhm. d'avoir un contrôle bah, par exemple, en période d'examen, etc. Euh, les gens vont se mettre à manger plus de poissons ou ce genre de trucs parce que. Mhm. Et puis aussi, un autre truc, celles qui vont perdurer le plus, mais bon, peut-être que là, il y en a Pascal, Nelly me contredira, mais c'est ce qui est facile en fait. Enfin, il faut à la fois que tu aies l'impression que ce soit suffisamment convaincant pour que tu enfin, qu'il y ait un lien logique, mais en même temps que Mhm. ce soit assez facile. Enfin, par exemple, il y a des trucs genre la méthode des lieux pour enfin, genre, faire des palais mentaux pour Mhm. améliorer la mémorisation et tout. Ah, ça, Mais est-ce que c'est un neuromythe, ça? bah, en fait, on sait pas trop, mais en tout cas, Mhm. la littérature est pas ultra claire. Ouais. Enfin, Tu peux décrire vraiment. vite fait, parce que peut-être qu'il y en a qui connaîtront pas ce que c'est l'histoire des palais mentaux, parce qu'on on retrouve même ça déjà dans des vieux textes, des trucs Exactement. Ouais, genre en chez fait, c'est ça que Cicéron par exemple, ou ça a l'air hyper vieux ce que je comme me rappelle. truc. Mm. C'est ultra, ultra, ultra vieux, mais bizarrement, c'est quelque chose qui est assez socialement marqué. Enfin, c'est pas du tout le monde qui. Enfin, c'est quelque chose qui s'est toujours plus ou moins perduré dans les dans les sociétés intellectuelles plutôt hautes. Enfin, j'espère pas trop dire de bêtises quand je dis ça. Et de fait, enfin, dans mon mémoire, en tout cas, j'avais retrouvé quand même une stratification, on va dire, de la connaissance de cette pratique. Enfin, encore une fois, rien de révolutionnaire. Mais l'idée, c'est d'utiliser, donc ça peut aussi s'appeler la méthode des lieux. En gros, l'idée, c'est de se représenter un espace mental familier et de placer à différents points de l'espace dans cet espace mental qu'on se représente, les choses dont on veut se rappeler. Des objets dont on veut se rappeler, etc. Et après, d'imaginer refaire le parcours. Et c'est censé, enfin, c'est un peu shaky comme ce que je dis. Je pense qu'il y a plein de gens qui pourront mieux l'expliquer que Mhm. moi et qui Non mais sont je pense qui dans l'idée c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. ouais. Et d'un point de vue neuroscientifique, là où ça peut faire sens, c'est que ça va activer plusieurs types de mémoire. Ok. Enfin, c'est genre, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans comment fonctionne la mémoire, mais du coup, enfin, ça permet ouais, de faire des associations. J'ai pas envie de parler de ça parce qu'en fait, je connais assez peu. Enfin, je connais le fonctionnement de la Bon, en tout mémoire. cas, la conclusion, Mais c'est que on n'a pas vraiment de preuves que ça marche. non, et puis ça a pas. Enfin, après, je sais pas hein, si ça se trouve depuis que j'ai fait mon mémoire et peut-être qu'à l'époque de mon mémoire, j'ai raté des pans entiers de la littérature parce que je n'étais pas formée à la recherche systématique, j'en sais rien. Mais ouais, enfin, de ce que j'en ai retenu, il n'y avait pas vraiment de consensus là-dessus. Bon, Et puis en fait, c'est une anecdote, donc ça vaut rien. Moi, je sais qu'il y a 6 7 ans, j'avais essayé et je trouvais ça vraiment nul. Mais, ouais, c'est ça. mais en tout C'est cas, voilà, vraiment nul. ça m'a juste épuisé et ça m'a fait perdre du Ouais, c'est temps. ça. Et en plus, bon, en vrai, enfin, c'est pas un truc que tu peux utiliser tout le temps, quoi. Ça marche peut-être si tu veux te rappeler d'une poésie et de l'ordre dans laquelle s'enchaînent les trucs. Mais franchement, enfin, si tu veux te rappeler, enfin, je sais pas, moi, les différentes aires cérébrales, tu vas pas mettre ça dans un palais mental. C'est pas T'étales toutes les aires cérébrales dans des morceaux de ton appart, tu sais. Mais exactement ça. ok, bon, donc du coup, donc déjà, tu avais un pied dans ces approches multiples, sociologiques, cognitives. Ouais, mais en Est-ce fait, que tu as pu maintenir un peu ça en master? Et après, qu'est-ce qui t'a amené justement ben, à en fait, cette thèse? ouais, pas trop, en fait.
En fait, le problème, c'est que quand je suis arrivée à l'époque, j'étais vraiment dans ma période linguistique. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais vraiment dans ma période philo et linguistique, philo du langage, etc. Et en fait, ce qui était ouf, c'est que je crois que mon mindset, enfin, comment on dit mindset? Ton état d'esprit, ouais. Mon état d'esprit, ouais, quand je suis arrivée dans le master, c'était qu'en fait, en L3, on avait étudié les fondements de l'arithmétique, enfin la crise des mathématiques, des fondements mathématiques. Et donc, j'avais un peu en tête ce débat sur, à la fois sur un peu, enfin, j'étais aussi intéressée par le langage, mais j'avais aussi en tête un peu ce débat sur l'origine des concepts et pour ce qui est de l'arithmétique, le débat sur les fondements de l'arithmétique. Et en fait, je sais pas, sur le coup, j'ai trouvé ça hyper génial. Je me suis dit, mais en fait, je peux étudier comment ça se forme dans l'esprit des humains, en fait. Ouais, c'était une grosse littérature là-dessus, ouais. C'est ça, c'est genre une chose de vouloir l'étudier en mode, on veut assurer des bases solides à l'arithmétique. Mais c'est aussi une chose de dire, en fait, dans l'esprit humain, c'est quoi les bases de l'arithmétique et... Comment on fait des maths? Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, on en fait même tous plus ou moins tous les jours, même si on compte des trucs, même des opérations de base, je sais pas, si on fait sa feuille d'impôt, j'en sais rien, on fait ses comptes, mais on se rend pas compte à quel point c'est pas un donné dans le vivant de savoir faire ça. Il y a plein d'espèces qui savent pas le faire. Complètement. Et du coup, voilà, donc j'étais vraiment en M1 avec ces questions de l'origine des concepts et philo-linguistico-mathématiques. Du coup, en premier semestre, j'ai fait un stage avec Véronique Isard, qui est du coup un peu une des chercheuses de référence dans ce domaine-là. Et c'était trop bien. Mais en même temps, j'avais envie de... Donc, dans ce stage-là, on avait designé une expé. Mais en même temps, j'avais pas fait genre les passations et j'avais jamais du coup fait ce travail expérimental parce que je l'avais pas non plus fait dans ma licence parce que le mémoire que j'ai fait, je l'ai déjà raconté, donc il y avait rien d'expérimental là-dedans. Et du coup, au deuxième semestre de M1, je voulais faire un truc plus linguistique parce que ça m'intéressait aussi beaucoup. Et donc, j'ai fait un stage au Baby Lab. Où j'ai monté une expé et j'ai fait des passations sur l'origine. Bon, ça n'a aucun intérêt que je parle exactement, je rentre dans les détails de qu'est-ce que... Tu peux dire 2-3 mots, histoire comme ça. Parce que c'est vrai que c'est tout un monde, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler d'un Baby Lab. C'est quoi un Baby Lab? Ouais. C'est quoi un Baby Lab? Alors, est-ce que c'est un endroit où on torture les bébés? Exactement, c'est un endroit où on met des électrodes dans le cerveau des bébés et... Mon Dieu. Ouais, alors en fait, non. Donc, comment on dit en tant que chercheur en sciences cognitives, d'habitude, on a des laboratoires. Donc, il y a plusieurs types de laboratoires. Il y a les laboratoires où il y a juste des gens qui sont là avec leur ordinateur comme dans un bureau et où on fait des choses en ligne sur notre ordinateur. Et il y a aussi des espèces de... Mais là, encore une fois, je ne suis pas psychologue. Je vais décrire ça, mais c'est un peu compliqué. C'est des espèces de salles très fermées pour pouvoir contrôler, donc faire en sorte qu'il y ait le moins de stimuli extérieurs possible et où les sujets qu'on va recruter vont dans ces salles et ils sont en général face à un ordinateur ou face à une expérience qu'on va mettre en place. Et on mesure leurs variables, ce qu'on veut mesurer, bref. Sauf que avec les bébés, c'est un peu compliqué parce que si tu les mets dans les bébés, ça a une intention qui est très, très limitée. Ils peuvent avoir peur des salles isolées et contrôlées, etc. Donc il faut des endroits qui soient adaptés aux enfants, en fait. Il faut un endroit où il y a des jeux, il faut un endroit où on a des outils qui sont adaptés pour mesurer le comportement des enfants. Donc en particulier, ce qu'on va utiliser beaucoup, ça va être l'eye tracking. Donc on va faire en sorte de regarder les mouvements des yeux des enfants et de faire des inférences sur ce qu'on est en train d'étudier à partir de ces mouvements des yeux. Voilà, typiquement, il faut des endroits où, en général, les expériences qu'on va designer, ça va être avec des jeux, avec des trucs comme ça, et on va essayer d'avoir des réponses plutôt comme ça, parce qu'en fait, déjà, un enfant qui parle pas,
tu peux pas lui faire tu peux pas lui demander sa réponse ou quelqu'un qui sait pas lire, tu peux pas lui demander de lire les consignes sur un écran, enfin que des choses comme ça qui en fait demandent plein de design et de mise en œuvre et d'intelligence expérimentale qui sont un peu différentes en fait de ce qu'on peut faire avec les adultes. Donc il y a eu la création de ce qu'ils ont appelé des Baby Labs, qui sont des laboratoires dédiés pour les enfants, où sur les murs on a des petites girafes, des petits éléphants, et on a plein de jouets, et voilà. Bon, on a aussi des salles insonorisées, etc., des espèces de boîtes, mais on essaie de faire en sorte qu'elles fassent un peu moins peur et qu'à l'intérieur... Enfin voilà, c'est par exemple, c'est bête, mais c'est des endroits où les parents peuvent rentrer, c'est adapté pour que les parents peuvent rentrer, mais on a tout un truc pour que le parent dérange pas l'expérimentation. Ce genre de truc un peu spécifique. Donc voilà, ça c'était pour ce que c'est qu'un Baby Lab. Et ce que moi je faisais, c'était, je travaillais sur l'acquisition des présuppositions par les enfants. Donc en gros, dans le langage, on a plein de choses qu'on prend pour acquis. Donc par exemple, moi je travaillais sur la différence entre le verbe savoir et le verbe penser. Genre on va les utiliser exactement dans la même situation. Je pense que la Terre est plate, je sais que la Terre est plate. Sauf que quand on dit je sais que la Terre est plate, et bah t'as quelque chose en plus dans cette phrase qui est qu'en fait c'est vrai que la Terre est plate. Alors que si tu dis je pense que la Terre est plate, bah ça veut dire que c'est une conviction ta, mais en fait tu sais pas si c'est vrai ou pas dans le monde extérieur. Sauf que cette différence entre le fait que quand tu dis savoir, ça implique que la chose est vraie, la chose dont tu parles est vraie, et le verbe penser où t'es pas sûr, en fait, bah, on l'explique jamais aux enfants. Et pourtant, les enfants, vers 4 ans, on sait qu'ils savent faire la différence entre les deux. Donc la question, c'est comment est-ce que les enfants, ils en viennent à apprendre ça, et quand est-ce qu'ils en viennent à apprendre ça, etc. Donc l'idée générale, c'est un peu comment les enfants apprennent les règles un peu implicites qu'on n'a jamais appris pour utiliser les mots du langage, quoi. Exactement, ouais, ça va être ce genre de truc. Et voilà. Et donc moi, je faisais une petite expérience avec des boîtes où je mettais des jouets dans des boîtes et je disais, est-ce que tu penses que le jouet est dans la boîte bleue? Est-ce que tu sais que le jouet est dans la boîte bleue? Enfin, non, je disais pas ça à l'enfant. Je disais, est-ce que tu penses que machin sait que l'objet est dans la boîte bleue? Est-ce que tu penses que machin pense que l'objet est dans la boîte bleue? Et je regardais en fonction de là où allait voir l'enfant. Et quand tu dis, enfin bien sûr c'est intéressant, quand tu dis Rachel ne sait pas que l'objet est dans la boîte bleue ou Rachel ne pense pas que l'objet est dans la boîte bleue, bah si tu dis ça, si tu dis Rachel ne sait pas que l'objet est dans la boîte bleue, bah l'enfant si tu lui dis je cherche le jouet, il devrait aller dans la boîte bleue. Voilà, enfin ce genre de truc. En gros, en fonction de ce que l'enfant fait, plutôt que de lui demander, tu vas analyser ses comportements et tu vas essayer de tirer des conclusions sur ce qu'il sait ou pas. Voilà, ça c'était ce que j'ai fait. Très grosse expérience. Ouais, enfin grosse expérience. J'ai adapté, on va dire en version française, une expérience qu'une de mes tutrices avait déjà fait ailleurs, donc j'ai aucun mérite, j'ai juste. Alors là, quand je disais grosse expérience, j'entendais aussi grosse expérience, même point de vue de l'expérience personnelle. Ah oui, grosse expérience, ouais, parce que c'était la première fois que du coup j'interagissais avec des enfants. Et ouais, enfin, et en vrai, c'est vraiment des compétences. Je pense que quand tu testes avec les enfants, t'as fait le niveau 18. mais ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que, enfin, du coup, gros spoil sur la suite, mais j'ai jamais été, enfin, je suis pas une personne qui adore les enfants. Enfin, je suis pas en mode, à chaque fois que je vois un enfant, je fonds pas et tout. Enfin, genre, je suis pas en mode boussi, j'ai jamais été particulièrement à l'aise. Tu veux pas les tuer non plus, j'espère. Non. Voilà, rassure. Sauf s'ils ont des features intéressantes et que ça nous permettrait d'en savoir plus sur le cerveau des... on aborde des questions pas très éthiques. Mais oui, c'est vrai que du coup là on voit un fil directeur, j'y avais même pas pensé. Entre t'as fait des XP avec des enfants et là tu bosses sur la thématique de l'accès aux crèches. Donc, mais en fait, vraiment la cohérence, moi je suis moi-même épatée de l'espèce de cohérence qui émane de mon parcours parce qu'en fait je m'étais jamais dit j'adore les enfants, je veux étudier les enfants, c'est fascinant. Enfin, ce qui m'intéressait à la base c'était vraiment des questions théoriques de comment est-ce qu'on acquiert les concepts, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire qu'un concept et comment est-ce qu'il se construit.
Et puis au final, on en parlera dans quelques minutes. Je suis arrivée à ces thématiques-là, mais voilà. Enfin, Magie. mais, mm, Ok, donc du coup, là, t'arrives, t'es à la fin de ton master, t'as glané des compétences un peu dans tout. D'ailleurs, je note un moment, tu disais, oui, je suis pas psychologue, ça c'est l'enfer aussi de l'interdisciplinarité, c'est que même si tu bosses qu'avec 2 disciplines, par exemple, je sais pas, moi, tu fais de la psycho et de la linguistique, bah pour les linguistes, t'es pas vraiment tout à fait un linguiste, t'es pas aussi, ouais, voilà, tu connais pas aussi bien la linguistique qu'un linguiste. Là, pour un psychologue, c'est pareil, ce serait pas, ouais, bon, il fait c'est des ça, trucs en psycho, mais c'est pas un psychologue. Donc, du coup, c'est t'en arrives à inventer des mots à la fin. Tu vas dire, bon, je suis psycholinguiste. ça. Donc, voilà. Et Je suis psychologue. voilà, donc Ouais. tu es peut-être psychosociologue ou Ouais, un truc comme ça, enfin, franchement, psychosociologue. Donc, tu arrives avec ces multiples compétences. Mine de rien, tu sais quand même faire de l'expérimental. Tu as cet attirail aussi, tu sais ce que c'est qu'une étude qualitative. Tu as un gros background théorique aussi. Du coup, tu arrives dans cette thèse et voilà, comment la thématique a été proposée? Est-ce qu'elle est venue de toi? Est-ce que tu as été financé par un projet de recherche? Et surtout, je pense que ça a dû intriguer pas mal de gens. Ça va être quoi une approche cognitive et sociologique en fait de l'accès aux crèches? ouais. Alors, c'est une très bonne question. Mais en fait, là, j'en étais à peine à la fin de mon M1. Ah oui, c'est vrai, on a même pas fini le M2. Tu peux nous dire en 2 mots le M2, comme ça, bim, tu nous transitionnes Ouais, sur ça. la thèse et les crèches, le cognitif, la socio. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, enfin, je sais pas, pour expliquer un peu mon cheminement de pensée à l'époque, donc j'étais vraiment hyper intéressée par ces questions ultra théoriques. Mais en même temps, en fin de M1, j'ai eu une genre de mini crise existentielle. Parce qu'en fait, et encore une fois, enfin, je pense que c'est vraiment personnel à chacun et tout ça. Mais j'avais vraiment l'impression, en étant sur ces trucs vraiment très, très, très éloignés du monde réel. Enfin, je disais au début que je me posais la question d'être psychologue ou ce genre de choses avant de rentrer en licence. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu. Enfin, j'ai toujours fait de l'associatif à côté, etc. Et en fait, ça a un peu commencé à me rattraper en mode, je fais pas quelque chose dont je vois les applications concrètes pour dans le quotidien des gens. Et en fait, ça me frustrait assez beaucoup. Et ouais, finalement, au bout d'un moment, la fin de mon M1, ça m'a vraiment genre un peu coupé. Enfin, j'étais un peu pas bien, on va dire, par rapport Et là, tu as à ma... croisé la route de Coralie Chevalier. On en reparlera après. Voilà, c'est exactement ça qui s'est passé. Et en fait, je m'intéressais. euh, C'est un peu paradoxal parce qu'en fait, si je relis ma lettre de motivation du Cogmaster, c'est n'importe quoi, ça partait vraiment dans tous les sens. Enfin, je disais, voilà, j'ai fait les 2 remits et tout. Et puis en même temps, je m'intéresse je m'intéresse aussi beaucoup au comportement de santé et genre aux paradoxes sociaux enfin, des comportements de santé dans lesquels, par exemple, on remarque que en fait, la cigarette, par exemple, ça coûte cher. Mais qu'en fait, c'est davantage les populations défavorisées, enfin, de milieux défavorisés qui ont ces comportements de santé. Et du coup, j'aimerais essayer de comportements. Donc, rien à voir la linguistique. Enfin, bref, c'est déprimant. Tellement il n'y a pas de cohérence dans mon parcours. Mais, mais du coup, ouais. Et donc, j'ai été intéressée par cette thématique, whatever that means. Et en fait, en M1, enfin à la fin de mon M1, bah ouais, j'ai croisé la route de Coralie Chevalier. Et en fait, On la présente très brièvement. ouais, je peux la présenter très Ouais. brièvement. Bah vas-y, tu la connais mieux que moi. Tu veux la présenter? Je présenterai son bouquin, on lui fera un petit coup de pub pour Ça son marche. bouquin après. Vas-y, présente-la et puis je parlerai vite fait de son livre. D'accord, ça marche. Et du coup, Coralie Chevalier, ça va être un peu une des figures de proue, enfin, je pense pas dire de bêtises quand je dis ça, en France, des approches comportementales. Enfin,
des apports de la... Bref. Tu pourras- tu, tu peux recommencer ta phrase. Oui, enfin, ouais, c'est un peu la figure de proue de Ouais, ce qu'apportent les sciences cognitives et la psychologie comportementale aux politiques publiques. Comment on peut, exactement. voilà, qu'est-ce que ça peut nous dire sur les politiques publiques et nous informer pour avoir des bonnes politiques publiques. Exactement. Donc, comment est-ce que, en fait, c'est aussi important quand on design des politiques publiques de prendre en compte la psychologie des gens et comment est-ce que, enfin voilà, de prendre en compte la psychologie des gens dans le design de ces politiques publiques. Et enfin, ouais, voilà. C'est pas une politique publique, c'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est pas parce que nous, on pense qu'on a une super bonne idée et que ça va révolutionner la vie des gens qu'en fait, ça va avoir l'effet escompté. Et que dans beaucoup de cas, essayer de prendre en compte les contraintes qui pèsent sur notre cognition, ça va nous aider à mieux comprendre et à mieux designer les politiques, parce qu'en fait, en vrai, on les fait pour les gens. Donc si on ne prend pas en compte comment est-ce que les gens peuvent être atteints et réagir à cette politique publique, ben en fait, bon, ça peut limiter leur efficacité, on va dire. Effectivement. Et il faut noter que c'est une approche parmi d'autres. C'est vrai que c'est une approche très importante, mais ça reste une approche parmi d'autres. Mais c'est une approche parmi d'autres, et on voit bien que c'est vraiment genre designer une politique publique, ça prend en compte des milliards de disciplines, genre l'économie, la psychologie, les sciences sociales, enfin genre la sociologie, etc. Et tout ça, toutes ces disciplines sont à écouter et à prendre en compte la santé. Si on fait des choses de santé, donc forcément la santé publique, les médecins. Et s'il y Ouais. en a que ça intéresse un peu plus, ces questions de politique publique, enfin, de toute façon, on va en parler, puisque toi, c'est ce que tu fais aussi. Donc, ceux qui écoutent, ils vont avoir une bonne idée aussi de ce que c'est. Mais pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin ou d'avoir un livre sur le sujet, justement, il y a Coralie Chevalier qui a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, il me semble, il est sorti, ou il y a peut-être 2 ans, non, un an, qui s'appelle Non, non, C'est- cette année. Cette année même. Ah oui, d'accord. Bon, finalement, le temps passe pas si vite. Qui s'appelle, je suis pas sûr, je crois que c'est un Homo sapiens dans la cité. C'est quelque chose Ouais, comme ça. Ouais. Et voilà, moi je le recommande. Il donne de l'information à la fois générale, parfois un peu précise, sur qu'est-ce qu'en fait ont à donner, à apporter les sciences cognitives, les sciences comportementales voilà, pour les problèmes de politique publique. Donc voilà. exactement. Bon, du coup, voilà, Exactement. tu as croisé sa route et donc tu t'es dit, Ouais, tiens, finalement, je pourrais revenir à mes premiers amours ou des trucs un peu plus, euh, ouais, concrets. exactement, des trucs un peu plus concrets. Et du coup, en fait, je sentais que j'avais besoin de faire, de faire une pause, enfin, pour prendre un peu le temps de bien m'imprégner de ces approches-là. Et du coup, j'ai choisi de faire une année de césure, qui n'est pas ma première année de césure d'ailleurs, parce que j'avais déjà fait une année de césure entre ma licence, enfin, j'ai fait un truc un peu linéaire. Là, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de mon bac, j'avais vraiment tellement envie de faire quelque chose d'appliqué que j'ai fait un service civique à l'armée du salut, enfin, dans un foyer d'accueil médicalisé de l'armée du salut. Et en gros, mon projet, c'était de créer du lien entre les résidents pour essayer enfin, genre, l'idée c'était un peu de les stimuler cognitivement et enfin, genre, de les stimuler de façon collective et individuelle. Enfin bref, voilà, ce genre de truc. C'était parce qu'en fait, actuellement, enfin, dans les foyers, les professionnels, ils n'ont pas le temps, en fait. Enfin, la situation est telle qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le temps de prendre le temps d'aller dans les envies, les besoins de chaque résident en termes de stimulation. Et du coup, c'était un peu ça, mon projet, c'était de faire ce genre de truc. Voilà. Donc ça Je sais pas aussi, du grosse expérience pour le coup. Ouais, grosse expérience. Expérience, et c'est aussi pour cette raison que après j'ai choisi de me tourner vers quelque chose de plus théorique, j'avoue. C'est parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était quand même, enfin, il fallait quand même avoir baroudé pour travailler dans ce genre de métier. Et qu'en fait,
en fait, c'est épuisant si on ne sait pas se protéger. Et que du coup, enfin voilà, je me disais, bah, peut-être que pour l'instant, j'ai plus besoin d'acquérir des connaissances plus théoriques et plus, ouais, simplement des connaissances, enfin, parce qu'en fait, quand on sort du bac, voilà. Avant d'aller directement sur le terrain, sur le front. Aussi, peut-être bah, gérer des choses que ça m'avait renvoyé aussi de moi-même. Et puis, on verra après. Mais ouais. Du coup, voilà, ça me permettrait, on va dire, de retourner, en découvrant cette approche sciences cognitives et politique publique, ça me permettait de retourner dans ces premiers amours, on va dire, d'action publique. Et là, tu conciliais les différents moments. J'étais un peu là, ouais, je peux voir tous les moments de ma vie et genre, ça fait une connexion, tu vois. Et du coup, j'avoue, il me manquait un petit peu une façon de justifier pourquoi j'avais travaillé dans un Baby Lab. Et c'est là que... Non, je rigole, c'est pas ça. Mais ouais, du coup, moi, à la base, j'étais intéressée, comme je disais, j'avais parlé de ces histoires de problématiques de santé publique autour des addictions. Et du coup, je suis allée voir Coralie en lui disant, bah écoute, moi je suis intéressée, tu travailles sur la pauvreté, sur la santé, sur l'environnement, voilà, moi je suis intéressée par tout ça, mais j'avoue que bah, j'aimerais bien creuser quelque chose pour l'instant dans les thématiques bah, pauvreté, santé. Et du coup, bah, elle m'a proposé à l'époque un stage pour la Haute Autorité de Santé. Enfin, on travaillait sur... mais peut-être que c'est pas intéressant, en fait. Peut-être que les gens n'ont pas envie de savoir ce qu'ils font. Bah, tu peux dire en une ligne, justement, ce que tu as pu faire à ce moment-là et comment ça t'a amené à cette thèse. Et bah, du coup, après, voilà, tu seras micro libre pour nous détailler un peu ce que tu y fais. Ok. Bah, du coup, je vais aller très très vite sur mon stage pour la Haute Autorité de Santé. Peut-être que ça peut montrer un peu... Oui, ça va montrer un peu c'est quoi, en fait, finalement, d'appliquer des approches mixtes, interdisciplinaires En gros, bah, pour la à des Haute trucs de Autorité société. l'idée, c'était... En fait, la Haute Autorité de Santé faisait une commission parce que chaque année, la Haute Autorité de Santé, un de ses jobs, c'est de faire des recommandations médicales pour les praticiens. Et en fait, il s'était rendu compte que les praticiens ne suivaient pas ces recommandations et ils ne prenaient pas le temps de se former à ces recommandations. Et donc, nous, ce qu'on a pu faire, c'était essayer un peu de comprendre, de poser un diagnostic sur pourquoi il y avait ce comportement et d'essayer un peu, en se basant sur ce qu'on connaît par exemple, un truc basique, c'était que, en fait, on leur demande de prendre du temps sur leur temps professionnel ou sur leur temps personnel. Et en fait, il n'y a aucune reconnaissance de ce travail. Et donc, nous, ce qu'on a pu... Enfin, voilà, une de nos recommandations, mais c'est pas le truc le plus significatif, en fait. C'était un peu de mettre en avant, d'utiliser le levier réputationnel, donc c'est-à-dire le fait de faire savoir aux gens que ce qu'on fait pour essayer de les faire suivre, et aussi quelque chose qui était... Pour inciter le personnel à pouvoir s'informer et suivre les recommandations. Exactement, et autre chose qu'on avait... Ouais, oui, bref. Je sais pas, tu pourras couper tout ça parce qu'en vrai, je sais pas. Non, c'est intéressant. Là, je pense qu'on a fait le tour de, grosso modo, qu'est-ce que vous avez cherché à faire, quoi. Mais en fait, du coup, j'avais pas de... Enfin, comment j'en suis arrivée à ma thèse, c'est un peu le hasard de la vie, en fait. Parce que j'avais pas vraiment de plan pour le second semestre, après avoir fait ce stage pour la Haute Autorité de Santé. Et en fait, Coralie m'a transféré une offre de Sciences Po qui cherchait un assistant de recherche en version courte, qui cherchait un assistant de recherche pour faire un rapport pour la Caisse nationale des allocations familiales sur les politiques publiques d'accompagnement et développement des jeunes enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, il s'agissait de faire une revue de la littérature des conséquences des inégalités
sur le développement cognitif des enfants et de voir quels étaient les leviers d'action qu'on pouvait mettre en place pour pallier ces inégalités dans la petite enfance. Voilà. Et donc moi, quand j'ai vu ça, en plus c'était encadré par un sociologue, je me suis dit banco, c'est pour moi. En plus c'était au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Il y avait le mot interdisciplinaire, par Il y avait un interdisciplinaire dedans, je me suis dit waouh, c'est génial, je fonce. Et du coup, j'ai été prise. Enfin voilà, je me suis retrouvée à faire. En fait, du coup, on parlait tout à l'heure hors le micro des revues systématiques de la littérature, mais du coup, je me suis retrouvée à faire 4 revues systématiques de la littérature sur ces thématiques. Tu peux expliquer brièvement ce que c'est Ouais, une revue systématique? Ouais. Alors, une revue systématique de la littérature. Donc, en gros, il y a plusieurs. Ça part de plusieurs constats. Le premier, c'est que, en fait, on a énormément Enfin, la science est très productive, donc on a plein d'articles qui sortent sur plein de sujets. Parfois trop. Mais en même temps, mais nous, en même temps, en tant que chercheurs, on va avoir tendance à connaître et à voir les papiers qui sont autour de notre champ de recherche, enfin, autour de notre domaine de compétences et un peu dans nos sphères scientifiques. Et en fait, c'est extrêmement dur si on se dit, tiens, là, je veux savoir un peu ce qui se fait sur ce sujet. Voilà, on va aller sur nous, ce qu'on va faire en tant que chercheur, on va aller sur Google Scholar, qui est un peu le Google des académiques. On va taper 3 mots qui nous intéressent et puis on va prendre les quelques papiers qui vont sortir et on va se dire, voilà, j'ai fait ma recherche. Sauf qu'en fait, et si tu dis, voilà, je fais ça, enfin, j'écris un papier là-dessus en disant j'ai fait ma recherche, et en fait, tu peux assez vite prétendre au fait que tu as fait le tour, ou en tout cas, les gens qui te lisent pensent que tu as fait le tour de tout ce qui peut exister sur ce sujet. Et du coup, tu as des pans entiers de la littérature qui peuvent être un peu ignorés, parce que, en fait, en amont, on était bloqué dans 2-3 mots-clés, etc. On est allé sur tel ou tel moteur de recherche. Et en fait, on n'a pas pris en compte l'exhaustivité de ce qui pouvait exister. Et donc, il y a 2-3 personnes, il y a des gens qui se sont dit, comment est-ce qu'on peut essayer, on va dire, de pallier un peu ces problèmes qui font que on a souvent une vision assez partielle de ce qui se fait dans sur une question donnée. Et donc, en gros, une revue systématique de la littérature, c'est suivre un certain nombre déjà, par exemple, c'est bête, mais ça va être définir son algorithme de recherche en amont, essayer de le tester un peu et voir si on arrive à quelque chose qui est assez exotique, donc un algorithme de recherche. Je sais pas, non, c'est pas obligé de le détailler, mais en gros, voilà, tu peux dire, je sais pas moi, la méthode que tu vas avoir pour récolter tous les papiers d'une question donnée. Ouais, ça va être, du coup, tu vas aller sur plusieurs bases de recherche. Déjà, tu vas essayer d'en prendre plusieurs. Si tu veux faire une revue interdisciplinaire, tu vas aller sur plusieurs bases de recherche de plusieurs disciplines et tu vas rentrer les mots-clés qui t'intéressent. Et en fait, l'idée d'une revue systématique, c'est de pas forcément la rendre exhaustive, mais c'est d'admettre qu'en fait, on peut être on peut être que partiel. Et l'idée, ça va être de rendre ta recherche reproductible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intéressé par ton domaine, qui est intéressé par ton travail, il va pouvoir refaire la même chose que toi et retomber sur les mêmes résultats que toi. L'avantage de ça, c'est que en fait, quelqu'un qui va lire ton papier, s'il est intéressé par une question qui est similaire à la tienne, mais pas tout à fait, en fait, il va assez vite voir qu'est-ce qui peut manquer dans ta recherche par rapport à ce qui lui l'intéresse. Et donc, essayer plus facilement de voir quel peut être le gap, si ce n'est dans la littérature, au moins dans ta revue de littérature. Donc, de rendre plus explicite, en fait, le processus de connaissance. Puis c'est un gros gain de temps pour les nouveaux chercheurs qui rentrent dans le métier, qui arrivent et bim, il y a un papier,
qui vient faire un peu la synthèse de tout ce qui s'est fait, mais de manière non partiale, enfin, dans Exactement. l'idéal. Du coup, on arrive, bim, on a ça, ah ben là, on s'épargne des heures et des heures de recherche, et c'est hyper important d'avoir ça. Et pourquoi c'est aussi important d'avoir ça? C'est parce que si tu fais pas ça, bah, tu vas par exemple lire une étude sur, je sais pas moi, sur le fait que, bah tiens, la mémoire des lieux, sur le fait que une étude qui a montré que la mémoire des lieux, bah, c'était cool, sauf qu'en fait, et que ça marchait bien. Sauf qu'en fait, si ça se trouve, t'as une autre étude que tu connais pas qui dit l'inverse. Et en fait, si ça se trouve, c'est pas parce que la recherche était mauvaise, mais par exemple parce que l'échantillon à la base faisait que. Enfin, tu vois, genre juste de façon statistique. Et si tu prends pas un peu Voire de même, tu hauteur. vas rater un peu des papiers, parce que peut-être qu'il y aura un autre nom, et on va parler de palais mental. Et du coup, ça Exact. se trouve, toute la littérature sur le palais mental, ça dit « Oh, c'est nul, ça marche pas ». Et puis, hop, t'es tombé sur la mémoire des lieux. Ah tiens, il y a deux études, et il y en a une qui dit que ça marche. Ça. Bah, c'est ça. Et du coup, si tu fais pas. Enfin, si à un moment donné, on prend pas le temps de step back et d'agréger un peu tout ce qui a pu être fait et d'essayer de voir, bah, en fait, qu'est-ce qui ressort de ça. Enfin, quelles sont les tendances. Parce qu'en fait, une étude, elle dit quelque chose, mais l'idée, c'est que ce soit cumulatif et qu'on puisse avoir, on puisse un peu essayer de dépasser bah, les biais des recherches individuelles. Euh, je sais plus Donc, quel était le début de ma phrase, mais, bon, en tout mais cas, du voilà. coup, t'as fait cette revue systématique, et puis après, t'as été pris pour... Tu as été pris pour un projet, après. Pas vraiment. Non, En pas fait, donc, vraiment. j'ai fait cette revue littérature. Et en gros, l'idée, c'était que bah, la petite enfance, c'est un moment qui va être assez important pour le développement cognitif de l'enfant. Et où vont se mettre en place tout ce qui va être la base de ses acquisitions plus tard. Donc un peu l'idée de, de l'escalier, quoi. Enfin, une acquisition, elle se fonde sur d'autres acquisitions, etc., qui étaient là au préalable, et qu'en fait, bah, dès les premières années de la vie des enfants, on va observer des immenses différences de développement cognitif, enfin des immenses. C'est mon côté un peu marseillais qui ressort, mais des grandes différences de développement cognitif en fonction du niveau socio-économique. Donc, par exemple, à la maternelle, tu vas déjà avoir une énorme différence en termes de langage, de production du langage, même de compréhension du langage, entre les enfants de milieux socio-économiques plus favorisés et les enfants de milieux socio-économiques défavorisés. Donc, en fait, bah, tu vois, si tu as ces différences à la base, en fait, le dé, il est pipé, en fait, depuis le début. Enfin, ça va demander aux enfants défavorisés qui ensuite, malheureusement, vont avoir un environnement éducatif qui peut être un peu moins soutenant quand tu n'as pas un parent qui a fait des études supérieures. Bah, ça va être plus compliqué pour lui de t'accompagner dans les devoirs, par exemple, ou juste il va pas avoir le temps, il va pas avoir l'énergie. Euh, en fait, si tu pars avec cette différence à la base, en fait, ça va juste continuer à s'agrandir, en plus avec les effets un peu dont je viens de parler qui accroissent les inégalités. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est important, que ça m'a paru à ce moment-là un problème important. Et en fait, la suite du dossier pour la carte, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer dans cette période de remédier à ces, enfin en tout cas de pallier ces différences de développement, donc d'atténuer un peu. Et on s'est intéressé à deux choses. Tu as deux choses qui vont faire dans la vie d'un petit enfant, deux choses qui vont les différencier. D'une part, ça va être l'environnement parental, enfin l'environnement familial. Donc comment essayer de soutenir les parents pour faire en sorte que... Enfin voilà, pour comment essayer de soutenir les parents, parce que c'est bête, mais par exemple, on va lire des histoires à un enfant, mais si t'as pas les thunes d'acheter un livre, comment tu fais? C'est super de parler de développement moteur, mais en fait, il se trouve que les enfants défavorisés, ils sont de milieux défavorisés, ils sont dans des appartements plus petits, ils vont avoir moins de jouets. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme intervention dans le foyer? Comment est-ce qu'on peut aider les parents, accompagner les parents pour essayer un peu qu'ils puissent stimuler le développement de leur enfant. Et l'autre levier,
qu'on essayait de... Enfin, l'autre dimension qu'on va essayer, qui va de fait marquer une différence dans la trajectoire des enfants avant l'entrée à la maternelle, c'est typiquement, est-ce que tu vas avoir accès à une crèche ou pas. C'est quelque chose, est-ce que tu vas être gardé par tes parents jusqu'à ton entrée en maternelle, ou est-ce que tes parents vont te confier une partie du temps à quelqu'un d'autre pour voilà, plein de raisons. Est-ce qu'on a des données dessus sur les enfants qui vont à la crèche, par exemple, ont un meilleur développement cognitif? Et justement, c'était tout le but de la recherche, c'était d'essayer de savoir quels pouvaient être les effets. Et donc là, à l'époque, d'ailleurs, c'était marrant, j'ai fait une revue des revues. C'est-à-dire que j'ai agrégé des revues systématiques qui parlaient de ce sujet. Et du coup, ça permet juste de dire qu'on a quand même un degré de confiance assez grand pour dire que, en fait, les crèches, enfin, je parle de crèches, mais il y a plein d'autres types de choses, mais en gros, les crèches, pour simplifier, les crèches, quand elles sont de bonne qualité, ça va être un levier vraiment important pour réduire les inégalités, parce qu'en fait, pour les enfants de milieux plus favorisés, le fait d'être exposé à une crèche ou pas va quasi pas avoir d'effet sur eux. Intéressant. Parce qu'en fait, ils sont ultra stimulés déjà de base chez eux. Alors que, en fait, l'essentiel des effets de développement cognitif va se concentrer sur les enfants défavorisés. Parce qu'en fait, simplement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu vis dans un appart de 10 mètres carrés et qu'on te balance dans un endroit qui fait 10 fois plus, en fait, ça va te faire une grande différence. Quand tu as des professionnels qui... Enfin, voilà. Ou même que tu as les moyens d'avoir des activités, de faire du sport, de faire de la musique. De faire du sport, de faire de la musique. Et c'est important. Et c'est là, vraiment, je veux insister là-dessus. Je dis pas que les parents de milieux défavorisés sont défaillants. En fait, les conditions, n'importe quel parent de milieu favorisé mis dans les mêmes conditions économiques, pareil, oui. le stress et voilà, ça c'est, on en parlera sur ce qui m'intéresse, mais en gros, la pauvreté et la privation de ressources matérielles va avoir un effet non négligeable en fait sur notre cognition et sur notre cognition, et ça va avoir des effets sur nos comportements. Donc par exemple, un parent qui va être plus stressé, plus préoccupé, il va avoir moins de temps, il va être moins disponible pour son enfant. Voilà. Mais tout comme quelqu'un de favorisé mis dans cette situation avec les mêmes contraintes aurait exactement les mêmes comportements, voire ferait pire en fait. mais bref, du coup tout ça pour dire que ça permet en tout cas de créer un tiers-lieu pour ces enfants. Et que ça peut être bénéfique. Bien sûr, ça remplace pas l'environnement parental, mais ça peut être bénéfique pour soutenir et accompagner le développement des enfants de milieux plus précaires. Mais là où il y a un mais, c'est que évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la fréquentation des crèches? Je dis crèche, mais ça peut être aussi, en France, on a pas mal les assistants maternels. Donc c'est des gens qui gardent à leur domicile les enfants. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu le côté polémique, mais on observe quand même des différences de développement cognitif entre les enfants qui sont gardés en crèche et les enfants qui sont gardés par les assistantes maternelles. Intéressant. Dans quel sens? Si c'est facile à dire en une phrase. Ouais, bien sûr. En fait, les effets, par exemple, sur le développement du langage vont être plus importants en crèche que chez une assistante maternelle. C'est intéressant. Ouais. Donc voilà. Après, on peut rentrer là dans les détails. Hein. C'est pas non plus tout rose, mais les effets sont en général plus grands dans les crèches. Okay. La taille des effets vont être en général plus grands dans les crèches. Donc voilà, et donc ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde qui participe aux crèches... oh là là, je me demande qui. Mais... Ouais, attention, on va être surpris.
c'est les Et pauvres. Non, je rigole. Plot twist. Oh, Et ben en je fait, m'y attendais pas. on a des grandes inégalités d'accès aussi aux crèches. Ah ouais. Voilà. Et ben c'est assez. Enfin, actuellement, on ne sait pas vraiment. Enfin, on a plein d'hypothèses, mais on ne sait pas vraiment en fait à quoi sont dues ces inégalités. Voilà. Enfin, on ne sait pas vraiment. On a des idées, hein. Mais alors que ce serait les parents de milieux défavorisés, enfin les enfants et les parents de milieux défavorisés qui pourraient en bénéficier le plus en termes de qui pourraient en bénéficier le plus, bah en fait c'est ceux qui ont accès le moins et de façon quasi universelle. Et du coup, toi, Univers- tu essaies de comprendre à quoi sont dues ces inégalités? Voilà, c'est ça. Bah du Ouais. coup, Parce que là, on peut imaginer qu'il peut y avoir beaucoup de blocages, d'où d'ailleurs, j'imagine, un proche interdisciplinaire. Ça peut être un problème, je sais pas, moi, d'argent. Peut-être qu'il n'y a pas assez de financement pour mettre les gens à la crèche. Ça peut être un problème cognitif, je sais pas. Peut-être que les gens qui sont issus d'un milieu défavorisé voient peut-être moins l'intérêt d'une crèche, pour des raisons hein, que je ne saurais expliquer, mais je sais pas. Donc, est-ce qu'il y a des pistes cognitives, sociologiques pour expliquer ça? hmm, oui, en fait, c'est comment dire? En fait, il n'y a pas une raison. Il y en a plein. Comme d'habitude. Et en fait, Ce serait trop beau sinon. voilà, c'est ça. Et en fait, là où bah, je pense que ma thèse peut un peu apporter une contribution, c'est qu'en fait, donc j'ai fait évidemment une revue de littérature, une revue systématique de la littérature sur ces questions. Et en fait, l'essentiel des recherches jusqu'à présent proviennent d'économie euh, et, euh, enfin, avec un peu de sociologie aussi, et vont se concentrer sur le côté de l'offre. C'est-à-dire que bah, forcément, ça va avoir, les crèches, participer aux crèches, ça va avoir un coût, Mhm. qui va la plupart du temps être non nul. Il va y avoir des problèmes de manque de place, et donc il va falloir mettre en place des critères d'attribution qui va souvent favoriser les parents dont les deux parents travaillent, enfin les foyers dont les deux parents travaillent, etc. Et donc ça va être ça qui va créer les inégalités. Hmm. Euh, Sauf qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, bah en fait, on fait abstraction. Finalement, on raisonne comme si, bah, par exemple, en termes de coûts et de bénéfices, bah, du coup, comme si, euh, si, si c'était avantageux, euh, je sais pas comment expliquer ça. Comment je peux dire? Euh, en fait, c'est un peu paradoxal parce que oui, ça a un coût et le coût, il va être plus important pour les parents favorisés. Mais Mhm. si tout le monde raisonnait d'un point de vue, enfin, tout le monde cherchait à maximiser ses coûts et ses bénéfices, Mhm. bah, en fait, tu peux te dire que le bénéfice ajouté d'avoir par exemple deux salaires au lieu d'un Mhm. va être beaucoup plus grand pour les parents qui sont précaires que pour les parents qui sont pas précaires. Donc du point de vue d'un coût économique, enfin, bien sûr c'est beaucoup plus profond que ça, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Mais disons que c'est pas forcément évident. Enfin, dans aucun cas tu te places du côté de qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des parents quand ils font ce decision making en fait. Euh, tu te dis juste, bah, du côté de l'offre, il se passe ça, donc c'est pour ça qu'il y a des inégalités. Oui, mais en fait, tu nies que en fait, bah, ces comportements, ils sont tenus par des acteurs. Mhm. Enfin, je veux dire, le fait au final de candidater ou pas va être effectué par les parents in fine, et tu peux pas te passer en fait de ce qui peut se passer du côté. Ouais, qu'est-ce qui se passe de leur côté? Qu'est-ce qui va les motiver ou pas Parce à qu'en faire fait, les là où demandes? c'est intéressant, c'est que même dans les pays où tu as une offre qui est importante Mhm. euh, et où tu as les prix qui sont assez réduits, Mhm. euh, et ben en fait, on observe toujours ces inégalités. Donc, donc tu te dis, bah, du coup, ça veut dire que si on observe toujours ces inégalités,
bah du coup il doit se passer autre chose on n'a pas dit toute l'histoire si on dit bah c'est juste une histoire de coût et de manque de place. Voilà. Mhm. Donc il y a Donc qu'est-ce peut-être qui un problème d'attractivité. C'est pas assez attractif cognitivement. Ça... justement t'as plusieurs Les démarches sont chiantes. C'est... t'as plein de choses en fait en effet. Donc on sait pas hein. Enfin c'est vraiment le début de ma thèse. Et là ça va être mon job d'essayer de le rendre cognitif, bah, parce qu'en fait, ça fait 18, enfin, ça fait 1 an que je suis entourée par des sociologues. Et du coup, j'ai tendance à le framer toujours en termes de sociologue parce que je le présente comme ça. Mhm. On pourra en discuter sur la malédiction d'être entre, enfin, la chance, la richesse et la malédiction de devoir switcher entre différents cadres théoriques. Mais oui, en fait, tu peux te dire, quand tu as plusieurs hypothèses, tu peux te dire, bah ok, donc ça veut dire que même si il y a assez de place et que les coûts sont a priori pas trop une barrière ou pas une barrière, les parents candidatent pas. Donc qu'est-ce qui se passe du côté des parents? Bah, qu'est-ce qui peut se passer du côté des parents? Bah, déjà, une raison toute bête, c'est bah, peut-être que les parents ils ont pas envie en fait. Peut-être que dans leur culture, c'est pas commun. Du coup, bah t'as toutes ces histoires de bah en fait, si ça se trouve, il y a des normes qui font que c'est pas enfin que c'est pas valorisé enfin ou c'est même mal vu dans la culture des parents d'avoir accès aux crèches. Voilà, OK. Mais mais tu peux aussi voir les choses autrement. Tu peux te dire, bah, en fait, si ça se trouve, avoir une place en crèche, ça veut dire enfin, disposer d'un certain nombre de connaissances et de compétences et d'informations sur bah, déjà le fait que c'est possible de s'inscrire en crèche, sur comment candidater, etc. Qui fait que, bah, en fait, ça peut rendre, in fine, la chose un peu plus compliquée que ce qu'il en est. Euh, voilà, mais en disant ça, j'ai rendu le truc hyper plat. Euh, Non, non, pas du tout. Comme il nous mais reste pas beaucoup de temps, tu peux nous parler un peu justement des différentes méthodes que tu vas employer pour essayer d'enquêter sur ce problème. ouais, Et donc puis du coup, après, ce sera le moment de, après sera le moment de conclure. ok, bah, on est dans la merde. Euh, Non, non, vas-y, prends ton temps pour détailler un petit peu bah, les méthodes que tu moi, emploies et ouais, voilà. bien sûr. Bah, du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer, donc, évidemment, dans ma thèse, enfin, d'essayer de rendre compte de ce qui se passe du côté de l'offre, parce que bah, moi, ça va être sur la France, et bien sûr qu'en France, on a des contraintes structurelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place, qu'on va avoir un coût qui est pas nul pour les familles, etc. Mais en même temps, le coût, il est pas si... Enfin, par exemple, pour des familles, une famille qui gagne un SMIC, une place en crèche, ça va être 50 euros. C'est pas cher, mais c'est pas non plus... Enfin, tu te dis, si tu gagnes un SMIC, bah 50 euros, ça va être quand même plus que si tu travailles pas, quoi. Enfin, genre, si tu travailles pas et que tu payes pas 50 euros, tu gagnes quand même beaucoup significativement moins d'argent que des parents qui travaillent et qui payent 50 euros pour la place en crèche. Et pareil, bah, tu peux te dire, bah, du coup, c'est peut-être une histoire de critères d'attribution parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais en fait, les critères d'attribution, bon, c'est pas vrai partout, mais ils sont souvent, parfois, c'est dur à dire, mais favorables en fait aux parents. Déjà, on est plus censé pouvoir refuser un enfant parce que ces deux parents ne travaillent pas. Et en plus, souvent, c'est favorable. Enfin, je veux dire, les situations sociales préoccupantes, vulnérables, etc., c'est des choses qui vont faire qu'on va normalement avoir plus facilement une place en crèche. Mais en fait, là où on ne sait pas, ce qu'on sait pas, c'est est-ce que, oui, non, je rembobine et je recommence. Euh,
mais donc, en fait, on n'est pas trop capable actuellement de savoir ce qui se passe du côté de l'offre, de la demande, pardon. On ne sait pas si, donc j'ai parlé tout à l'heure du manque d'informations, j'ai parlé des préférences qui peuvent être moins favorables à une prise en charge en crèche. Voilà, enfin, on ne sait pas vraiment ce qui va causer ces différences de participation. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, pendant mes 3 ans, c'est d'essayer d'aller investiguer du côté des parents ce qui peut se passer. Et donc, ça passe à la fois par des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, actuellement, on n'a tellement aucune idée. Pour moi, c'était une évidence de commencer par un terrain qualitatif. Qu'est-ce que ça veut dire un terrain qualitatif? Ça veut dire d'aller demander à des parents ou des futurs parents de les questionner sur leur choix de mode de garde, pourquoi, comment, d'où est-ce qu'ils ont eu ces informations, enfin voilà, essayer d'aller juste discuter en fait avec les acteurs. Je suis désolée, j'arrive plus à parler. Je suis très fatiguée. Ouais, c'est sûrement c'est la fatigue, mais c'est pas grave. Mais vas-y, continue un petit peu, redétaille-nous, enfin, continue un peu de développer Donc, cette approche qualitative, les données que tu récoltes, voilà. comment tu mets ça en place. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire je vais discuter avec des parents, simplement, avec des gens de la vraie vie pour savoir comment ça se passe pour eux. Et en fait, l'idée, voilà, c'est d'en savoir plus dans cette phase-là sur... moi, j'ai ces hypothèses de normes culturelles, de normes sociales, de ce qui peut fonder, ce qui peut y avoir derrière les préférences des parents, en fait. Et j'ai ces hypothèses de différence d'informations entre milieux favorisés et milieux défavorisés. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en est exactement? Et donc, voilà. Donc là, je discute avec des parents pour savoir ce qu'il en est exactement. Et ensuite, l'aspect quantitatif, ça va être quoi? Voilà. Et donc, en gros, l'idée, ce serait de tirer des questionnaires. Donc, par exemple, ce qui est assez intéressant là, dans ce que j'observe, c'est qu'en fait, moi, j'avais vraiment une grosse hypothèse à la base, je me disais, en fait, oui, en fait, si ça se trouve, ils ont raison dans la littérature quand ils disent que, en fait, il y a un poids des normes, que la mère au foyer dans les milieux défavorisés, c'est vraiment ce qui est prévalent, et que du côté des mères plus favorisées, c'est vraiment cette histoire de biactivité, d'épanouissement professionnel, que c'est super intéressant, que c'est super important de travailler, etc. Et que la crèche aussi, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et en fait, ça, par exemple, moi, en fait, le poids de l'importance de la mère au foyer chez les populations plus précaires, en fait, c'est quelque chose que je retrouve quasi pas. C'est intéressant. Et par exemple, donc dans mon, il y a tellement de choses que je pourrais raconter, mais je suis désolée. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, actuellement, je vais dans des maternités et dans des centres maternels, dans des PMI, donc c'est des centres qui sont gratuits et qui accueillent les mamans de toutes les origines avec leurs enfants, des centres de soins. Pour discuter avec elles. Et en fait, les mamans que je vais rencontrer, que j'aurais pas rencontrées si jamais j'étais... c'est vraiment l'accès au terrain des populations plus vulnérables est vraiment une grosse question. C'est pas des gens que tu vas pouvoir mettre... tu fais un questionnaire en ligne, c'est pas les gens que tu vas avoir, donc ça demande vraiment beaucoup d'énergie, en fait. Ouais. C'est vraiment une particularité de la recherche sur la pauvreté, en fait, qui va être que en fait ça demande énormément d'énergie d'accéder au terrain. Et en fait, les mamans que je vais voir, en particulier les mamans africaines, en fait, elles vont vraiment être désespérément à la recherche d'une place en crèche. Et en fait, elles demandent que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as un enfant de moins de 1 an à t'occuper, en fait, tes démarches administratives,
tes démarches administratives, ta recherche d'emploi, etc., en fait, tu peux juste pas la faire. Donc, si tu veux te sortir de la pauvreté et que, voilà, c'est vraiment elles veulent, et aussi elles veulent le bien-être de leur enfant et elles ont conscience, on leur dit que en crèche, il pourra être avec d'autres enfants, il pourra entendre, par exemple, pour les mamans qui sont immigrées, il pourra entendre le français. Donc, il y aura tout un tas de stimulations que elles ont l'impression, en fait, qu'elles peuvent pas ou qu'elles peuvent difficilement apporter à leur enfant. Et en fait, vraiment, c'est des choses qui les préoccupent. Sauf qu'en fait, quand tu es pris dans tout un tas dans ton système cognitif, tu es complètement surchargé par les impératifs de où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais loger, et tu vas avoir tendance à remettre à plus tard les choses qui sont un peu plus distantes, comme trouver un mode de garde. Sauf que, en fait, en France, si tu veux une place en crèche, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, il faut t'y prendre dès la grossesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être connu principalement par les populations plus favorisées. Ouais. Et on parle souvent de la confiance, du fait que souvent, et c'est un vrai truc, c'est un vrai truc à étudier, la confiance que peuvent avoir les gens, et en particulier les populations défavorisées, dans les institutions. C'est-à-dire à combien de pourcents est-ce que oui, on retrouve ça en politique. C'est-à-dire ils vont être méfiants, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens, il y a vraiment ces hypothèses que les gens vont être assez méfiants du système, et ça va être une raison pour lesquelles est-ce qu'ils vont pas utiliser des services auxquels ils auraient droit. Ce qui est parfois vrai, mais qui est aussi intéressant, je trouve, en faisant de la recherche qualitative, et on peut en reparler, hein, c'est sans doute biaisé, etc. Ça peut avoir des limites, en tout cas. Mais ce que je retrouve chez une grande partie des personnes que j'interroge, c'est qu'en fait, elles n'ont pas une absence de confiance, mais plutôt un excès de confiance. En fait, elles pensent que ça va être facile, elles n'ont pas conscience que ça va être compliqué. Et du coup, en fait, elles anticipent pas comme les parents plus favorisés qui pensent que oh là là, ça va être la croix et la bannière. En fait, elles vont penser que si elles candidatent, elles vont avoir une place. Et elles n'ont pas en tête l'espèce de parcours du combattant que ça peut être. En tout cas, c'est beaucoup moins saillant chez elles, ce genre de problématique. Donc bref, Est-ce qu'il y a un dernier petit élément dont tu voudrais parler avant que je conclue l'émission sur ce que tu fais? Du coup, peut-être te dire rapidement ce que je compte faire après de ces choses. Déjà, ce serait de designer un questionnaire qui serait accessible en plusieurs langues, parce que c'est un peu le problème aussi. C'est que là, avec mon terrain, j'ai pas tous les parents. Et en fait, l'idée, après, ce serait de mettre en place une expérimentation pour essayer d'avoir une représentation un peu plus systématique et peut-être un peu moins limitée en termes de biais potentiels de mettre en place une expérimentation à grande échelle, donc ce qu'on appelle un essai randomisé contrôlé, où en fait, pendant la grossesse, je recruterai des mamans en maternité. Donc, c'est un peu un des gros enjeux de ma recherche, c'est qu'il me faut 1500 par an, donc on est quand même tout de suite sur des gros chiffres, des gros chiffres, sur des chiffres assez importants de participants. Même, oui, ça reste des gros chiffres, oui. Surtout quand on va les chercher sur le terrain et qu'on va leur faire passer des questionnaires, etc. Donc, leur faire passer des questionnaires pendant que les mamans attendent un enfant sur quels sont leurs projets de mode de garde, les différentes, leur niveau d'information, leurs préférences, un peu leur perception de ce que va être, par exemple, le coût. Parce qu'en fait, du niveau d'information, si tu ne sais pas que les crèches sont pas chères, tu peux pas, comment dire, désolée, il y a tellement de choses que tu pourras couper. Tu peux avoir, on sait que les populations défavorisées, elles peuvent avoir tendance à surestimer les coûts par rapport aux coûts réels. Elles peuvent, ce qui est possible, c'est que aussi elles sous-estiment ou elles surestiment, il y a une mauvaise perception de l'accessibilité de ces structures. Donc essayer un peu de recueillir leur perception là-dessus pendant la grossesse. Et ensuite, ce qu'on ferait,
c'est que déjà, une partie des parents, on aimerait pouvoir l'étudier de manière longitudinale, donc c'est-à-dire recueillir ces différentes caractéristiques pendant la grossesse et ensuite voir 1 an et demi après ce qui s'est passé pour ces parents. Est-ce qu'ils ont eu candidaté à une place en crèche? Est-ce qu'ils ont fait plusieurs candidatures? Est-ce qu'ils ont eu accès finalement à une place en crèche? Et en quoi est-ce que ça pouvait varier, enfin, les caractéristiques sociodémographiques, les perceptions, les connaissances, etc., pouvaient influer ont pu influer sur l'accès et la demande à une place en crèche. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait étudier, c'est en quoi, enfin, est-ce que le niveau d'information des familles va être socialement biaisé et est-ce que il va y avoir une difficulté en fait de passer à l'action, même pour les familles qui ont envie d'une place en crèche, mais qui ont du mal parce que, comme je disais, il va y avoir ce mindset qui va faire qu'elles vont avoir une surcharge cognitive, elles ont un peu de mal à passer à l'action. Enfin, elles vont avoir tendance à remettre à plus tard. Et donc, à une partie, donc on diviserait l'échantillon en 3. Une partie, donc ce serait le groupe contrôle, où on observerait juste entre la grossesse et 1 an et demi après ce qui va se passer pour ses parents. Une partie, on leur apporterait de l'information, en fait, sur les prix, différents modes de garde, etc. Combien ça va leur coûter, quels sont les modes d'accueil, les structures qui sont disponibles autour d'elles. Voilà, et essayer de rendre cette information accessible d'une façon, par le biais de SMS, de vidéos, etc. Enfin bref, ça encore, on pourra en discuter. Et une autre partie, on aimerait pouvoir leur proposer, simplement les appeler ou aller les voir et les aider à faire les démarches avec eux pour essayer un peu de contrebalancer cette tendance qu'il peut y avoir à remettre à plus tard, et aussi de surmonter les barrières linguistiques et administratives qu'il peut y avoir, qui peut être un gros obstacle dans la demande de place en crèche. Voilà. Et en comparant au bout du compte 1 an et demi après les différences de participation entre le groupe contrôle, donc qui n'a pas eu cette information, et le groupe qui a eu l'information, ça nous permettrait d'estimer le poids en fait de ce qu'on peut appeler les barrières informationnelles dans la demande et dans l'accès à une place en crèche, et en mesurant la différence de participation entre le groupe qui a eu juste l'information et le groupe à qui on a proposé une aide administrative et à qui on a rappelé les démarches, etc. Ça nous permettrait, voilà, en comparant information et information plus aide, d'estimer en fait le poids des barrières, des freins que peuvent être... Et de chacune de ces variables et de tout un tas d'autres choses que vous aurez mesurées aussi. C'est là où il y a la magie un peu du quantitatif qui nous permet d'avoir des... Là où il y a la magie, des images larges. C'est ça. On sait a posteriori comment ça s'est passé pour les parents qui n'ont pas eu accès ou qui ont eu accès, mais avec leur reconstruction et qui veulent bien nous dire, on sait on a ce que les parents nous disent, mais en même temps, on ne sait pas trop en fait si on capture vraiment quelque chose de la réalité ou plus de la perception en fait des parents. C'est passionnant, ça va être un sacré labeur et beaucoup de temps de travail. En tout cas, j'ai hâte d'avoir les résultats. Tu veux un dernier petit mot avant que je conclue l'émission? Bonne question. L'interdisciplinarité, c'est cool. Ouais, mais c'est dur. C'est cool, c'est dur, ouais. C'est incroyable. Vraiment, mais ça a des gros défis. Par exemple, moi, c'est bête, mais quand j'ai candidaté en doctorat, c'était un petit problème parce qu'en fait, j'avais peur de pas être assez psychologue pour un jury de sciences cognitives, et j'avais peur de pas être assez sociologue pour un jury de sociologue. Donc, où est-ce que je me place, à qui je candidate? Et en fait, du coup, j'ai candidaté aux 2 endroits. Et bon, il s'est trouvé que j'ai eu d'abord la bourse à Sciences Po, donc
Donc, du coup, finalement, je suis en thèse à Sciences Po dans un laboratoire de sociaux, tout en travaillant en étant affiliée et en travaillant dans un laboratoire de psycho aussi avec Coralie. Donc ça peut être un défi. Et un autre défi, ça va être que, en fait, en particulier moi, entre approche sociologique et approche psychologique, sciences cognitives, en fait, ça va être des mondes qui se parlent pas trop et qui vont, par exemple, les sociologues vont dire que les normes sociales, c'est purement sociologique. Les psychologues vont dire, non, les normes sociales, c'est évidemment que c'est quelque chose de psychologique. On a ça en psychosocial et tout. L'information, c'est complètement sociologique et structurel. Voilà, c'est une évidence en fait. C'est modelé par les intuitions. Non, en fait, les informations des parents, c'est ce qu'ils ont c'est des choses qui sont cognitives parce que c'est une information qui est traitée et la façon dont tu vas présenter l'information et le contenu de l'information va avoir un impact différent selon la cognition des personnes, et sur la cognition des personnes. Donc c'est psychologique. Ça nous ferait un beau sujet d'une émission future, pourquoi pas, sur les méandres de l'interdisciplinarité. Ça peut être une idée. Mais bon, comme là, le temps commence à défiler, on va conclure cette émission qui est déjà bien riche. Et voilà. Donc, on s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous, à papoter de sciences cognitives, de sociologie, de crèche, de levier, etc. Et à la prochaine.